Bonjour tout le monde. Merci à vous d'être là aujourd'hui. En fait, je me présente Marie-Hélène Cochon. En fait, les gens du Québec me connaissent principalement, mais comme on a des invités de la France et de la Belgique aujourd'hui, ce qui est une première, je vais prendre quelques instants. Donc, je suis directrice de l'organisme Mérule Québec depuis sa création, en fait. Création légale là, en 2018. Mérule Pleureuse Québec, qui est devenu Mérule Québec avec le temps. C'est un organisme fondé à la base par des propriétaires aux prises avec un bâtiment contaminé qui ont senti le besoin de se regrouper, d'unir leurs forces pour mieux faire connaître la problématique, pour mieux défendre leurs droits, besoins, intérêts. Et maintenant, là, le mandat s'est élargi, donc on travaille à stimuler la recherche scientifique parce qu'il y en a très peu au Québec. On peut s'inspirer de ce qui se fait en Europe, mais on ne peut pas transposer à 100% les données. Donc, on a besoin de connaître, nous aussi, de notre côté, comment ça se passe. On développe des services pour les propriétaires. On travaille beaucoup sur l'information, sensibilisation, prévention, parce que reste que c'est le meilleur outil pour les propriétaires, là, pour éviter de subir une telle problématique. Donc, on travaille vraiment sur différents volets. Et quand on parle de Mérule, c'est souvent d'un point de vue catastrophe. C'est quand même une problématique qui est grave, qui peut avoir différents niveaux. Ça peut être grave au niveau du bâtiment et ça peut être grave dans la vie des gens. Donc, aujourd'hui, je voulais qu'on délaisse ce côté-là, puis on s'attaque plutôt au positif. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui peut nous inspirer ailleurs, chez nos voisins, nos partenaires, pour vraiment mettre en commun ces belles initiatives-là. Parce qu'il y a plusieurs choses qui se font. Il n'y a pas juste le volet catastrophe, mais il y a aussi tous ceux qui travaillent derrière à peut-être adoucir un peu ces étapes-là dans la vie des propriétaires, adoucir, faciliter, que ce soit au niveau administratif, des programmes. Donc, il y a plusieurs choses qui sont faites et je voulais qu'on mette ça en commun aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'être là. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont nous écouter aussi par après en différé. Donc, notre activité là, va avoir des retombées quand même intéressantes, je crois bien. Formule très simple ce matin, on a 6 thèmes à couvrir. Chaque invité à peu près là, préparé un petit quelque chose pour 7-8 minutes, ce qui nous laisse une à deux minutes pour des questions. Pardon. Donc, vous pouvez lever la main à ce moment-là. C'est sûr qu'on n'aura pas le temps de toutes les prendre s'il y en a plusieurs, donc n'hésitez pas à les écrire, à les garder. À la fin, on se garde un bon 30 minutes pour échanger. On se fait une vraie belle discussion, mise en commun de toutes ces idées-là. Les invités vont pouvoir aussi poser des questions. Donc, vraiment, on fait ça de façon conviviale, puis au bénéfice de tous. Puis, fait que voilà, c'est notre formule pour ce matin au Québec, cet après-midi en Europe. Euh, donc, sans plus tarder, moi, je suggère qu'on plonge déjà dans le premier sujet. En fait, on se dirige en Belgique. On a Madame Julie Pasture, qui est responsable du service expertise fongique et entomologique du laboratoire Hainaut-Analyse de la province du Hainaut. En fait, c'est un laboratoire d'État et Madame Pasteur va nous présenter un peu là, les services et la façon dont arrivent les échantillons à son laboratoire. Donc, à vous la parole. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci Marie-Hélène pour nous avoir invités à ce webinaire. C'est toujours important et intéressant d'échanger du savoir-faire et de l'expérience. Voilà, donc moi je suis biologiste et je travaille dans le service expertise fongique et entomologique depuis 2001. Ce service existe depuis 1989. C'est pour vous dire qu'on a très vite compris que la mérule, les champignons en général et la mérule en particulier, étaient un fléau sociétal à maîtriser et à comprendre. Alors, notre service fait partie d'un grand laboratoire, donc le laboratoire Hainaut-Analyse, comme tu l'as dit, qui est un centre d'expertise scientifique de la province de Hainaut, et c'est un service public. Et donc, notre but, c'est vraiment d'aider la population, d'apporter des réponses à différentes problématiques, et notamment à celle de la mérule.
Donc, par rapport au fonctionnement de notre laboratoire, donc, nos clients sont assez variés. C'est monsieur et madame tout le monde. Ce sont les assurances, ce sont les professionnels de l'immobilier, j'entends par là les architectes, les notaires, etc. Ce sont les experts judiciaires. Donc, petite parenthèse par rapport à ça, nous sommes sapiteurs pour les experts judiciaires, c'est-à-dire nous sommes les conseillers techniques des experts judiciaires. Et nous travaillons également dans le cadre de rénovation de bâtiments classés. Donc, nous intervenons dans la marche à suivre pour les travaux de rénovation. Et donc, par rapport à l'analyse des échantillons, nous avons deux approches. Soit les clients nous apportent les échantillons au laboratoire et nous les envoient par la poste. Donc, l'analyse est faite, ils reçoivent un rapport avec le nom du champignon et la façon de le traiter. Soit on peut prévoir une expertise sur site, ce qui est évidemment beaucoup mieux parce qu'on a tout le contexte. On peut donner un avis sur la cause du développement du champignon, sur l'étendue du champignon. On peut affiner le traitement à appliquer parce que, en fonction de telle ou telle situation, parfois il faut un peu déroger aux règles de l'art. Et donc, c'est quand même beaucoup plus intéressant de faire des expertises sur site et notre laboratoire offre ce service-là, en fait. Pour vous donner une idée, en 2024, j'ai réalisé plus ou moins 130 expertises sur site et à peu près 600 analyses d'échantillons au laboratoire. En Belgique, il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui effectuent ce type d'analyse. Il y a un laboratoire équivalent sur Bruxelles, mais qui se limite vraiment à Bruxelles. Après, il existe quelques autres laboratoires universitaires, mais qui n'offrent pas le service de l'expertise sur site, en fait. Et ce service-là est vraiment fort demandé par les assureurs, par les experts judiciaires, parce que apporter un échantillon au laboratoire, parfois ça nous bloque un peu dans les résultats parce que soit les clients prélèvent mal, l'échantillon n'est pas vraiment de bonne qualité, soit ils ont prélevé un endroit alors qu'un mètre plus loin, il y avait un champignon beaucoup plus dangereux, on va dire, qu'ils auraient dû prélever et qu'ils n'ont pas prélevé. Et donc, c'est quand même vraiment beaucoup plus bénéfique et objectif de prévoir une analyse sur site. Et donc, voilà, ça, ce sont ce qu'on peut offrir comme service à la population en tant que laboratoire public provincial. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. J'en ai peut-être une. Est-ce que ça a un effet rassurant pour les clients, le fait que ça soit un laboratoire provincial? Oui, le fait que ce soit simplement un laboratoire public, il y a effectivement un côté objectif. Parce que si c'est un laboratoire privé, il y a une notion de commerce derrière, en fait, que nous n'avons pas. Nous faisons l'analyse, point à la ligne, en toute objectivité. Et donc, effectivement, ça rassure vraiment le client et également les assureurs, les experts judiciaires, etc., qu'on soit un laboratoire public. Parfait, c'est quand même intéressant. Puis je pense que vous l'avez dit, là, c'est peut-être moi qui l'a manqué. Vous faites combien d'analyses par année? Vous avez Donc, dit les moi, je fais plus ou moins 600 analyses par an. Donc, en 2024, c'était 600. Ça augmente d'année en année. En fait, on en a de plus en plus. Donc, 600 analyses en laboratoire et plus ou moins 130 expertises sur site. OK. Ah, ben c'est ce que je voulais entendre, voir si c'était en augmentation. Donc, vous dites Oui, que oui. ça augmente, oui. Mhm. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de problèmes de champignons et de mérules, hein. Voilà, le laboratoire se fait connaître de plus en plus. Les démarches sont de plus en plus formalisées par rapport aux assurances aussi, par rapport à la région wallonne, etc. Donc, effectivement, on demande de plus en plus l'aide des laboratoires pour les analyses de champignons. Mais vous ne dénotez pas une baisse. Non, Exact. non, non, du tout. Du tout. Alors ça, je ne sais pas vous dire. En fait, je n'ai pas fait les calculs par rapport à mon nombre d'échantillons. Je dirais que sur les 600 échantillons analysés, à mon avis, ça doit être à peu près 60 à 70% mérules. Vous parliez tout à l'heure que suite à vos analyses, vous recommandiez certaines choses, là. Je me Oui, demandais, est-ce que, j'imagine que c'est un rapport que vous faites et et dans le rapport, il y a vos recommandations, c'est ça? tout à fait. Donc, on a
une marche à suivre en fonction du champignon analysé, une marche à suivre dans les règles de l'art, en fait, et qui est fournie au client dans son rapport. Ah, OK. Fait que j'imagine que c'est selon nous, en fait, on a le code du bâtiment, là, ici. Fait que j'imagine que c'est un peu le même principe. C'est selon Oui, le tout à code fait. de votre. Oui, c'est suivant les recommandations du Centre scientifique et technique de la construction belge. OK. Puis, il y a différentes recommandations parce que ici présentement, en tout cas, du moins, ce que j'en ai compris, c'est que la chose, en fait, il y a deux choses. C'est soit que si la maison est trop infectée, ben malheureusement, on doit la condamner. Et ou sinon, il y a l'encapsulation. Fait que je ne sais pas, vous semblez avoir différentes recommandations? Oui, tout à fait, Ah, ça n'a rien à excellent. voir. Bah, déjà, à mon avis, le bâti n'est pas le même, hein. Nous, voilà, c'est de la brique, de la pierre essentiellement, avec un peu de bois évidemment, mais déjà, le bâti n'est pas le même. Mais OK. on ne condamne absolument pas la maison. En fait, tous les traitements sont possibles. Évidemment, le coût du traitement va varier, évidemment. Mais en gros, le traitement de mérule, chez nous, il implique le décapage des maçonneries et l'injection d'un fongicide spécifique dans les maçonneries, avec une zone de sécurité et l'élimination des bois se trouvant dans la zone contaminée, avec une zone de sécurité également autour. Mais on ne condamne absolument pas les bâtiments, on n'abat pas des murs non plus. Euh, enfin voilà, c'est vrai que Hmm. l'approche n'est pas tout à fait la même. Oui, c'est ça, effectivement. Puis je pense qu'on a beaucoup à apprendre parce qu'on semble assez néophyte. Oui, ben oui, on peut apprendre les uns des autres, mais c'est vrai que, parce que j'avais une discussion avec Marie-Hélène, et c'est vrai que chez vous, le traitement est très invasif, je trouve très destructeur, alors que chez nous, pas du tout. Du coup, psychologiquement, ça n'a pas le même effet non plus chez les sinistrés, hein. Exact, effectivement. Merci infiniment. C'est ça, nous, on a Voilà. une approche complètement différente avec les fongicides, là. On est vraiment dans l'usage minimal. Nous, on le garde que pour les endroits difficiles d'accès ou inaccessibles, pratiquement, où on ne peut pas faire un dégarnissage. Donc, on voit pas au Québec là, de murs quadrillés aux 10 cm et là où on applique les fongicides, pour différentes raisons. Par contre, j'enchaînerais, on va traverser la frontière, on s'en va en France, on va aller demander à Victor Sabet de nous présenter son laboratoire. En fait, il est gérant de Fongilab, mycologue spécialiste des agents de dégradation du bâtiment. En fait, Victor, je crois, a réorienté sa carrière pour suivre sa passion. Ouais. Et maintenant, à toi de nous en parler, s'il te plaît. Ouais, bon, drôle de passion dit comme ça. Mais en fait, effectivement, alors moi je viens du monde du diagnostic immobilier. C'est justement un métier sur lequel on est confronté régulièrement à la mérule. J'en avais fait un petit peu ma spécialité à ce moment-là. Donc j'intervenais énormément quand les gens avaient des suspicions de mérule, de champignons. Et en parallèle de ça, je me suis fortement intéressé à la mycologie. J'ai acheté mon premier microscope et je me suis inscrit aux associations mycologiques de France, donc du nord de la France et de la Belgique. Et puis j'ai appris un petit peu à interpréter ce que je pouvais voir au microscope. Et il y a quelques années de ça, je me suis dit que j'aurais aimé faire une reconversion complète en ne travaillant que dans ce sujet. Arrêter complètement le diagnostic, partir avec le bagage que j'avais et l'expérience terrain du diagnostic, et faire un laboratoire d'analyse. Alors ici, il y en a plusieurs. Ce sont des privés. C'est le cas de Fongilab. Et donc, j'ai construit il y a maintenant un petit peu plus d'un an Fongilab, qui est un des acteurs. Il y a plusieurs laboratoires qui font ça. Et avec nos spécificités, on va dire, chez Fongilab. Donc, oui, voilà. Maintenant, aujourd'hui, j'ai le plaisir de travailler dans un sujet qui m'intéresse totalement, en fait. Donc, voilà, voilà pour l'histoire un peu du parcours et de Fongilab. Euh, que dire, si ce n'est que des privés en France qui vont faire ce type d'analyse, il y en a il y en a même un peu plus que quatre, mais en tout cas qui vont faire ce type d'analyse pour les particuliers. Il y a plusieurs prestataires, il y a du choix, et chaque laboratoire a vraiment sa spécialité. Il y en a un qui est très axé mycologie, qui a été fait par un mycologue.
l'autre où ça va être un entomologiste, le troisième est fait par un spécialiste du bois. Ici, c'était aussi la casquette diagnostiqueur, l'expérience terrain, les normes avec lesquelles on doit jongler qui m'intéressait. Puis surtout, la compréhension du besoin qu'il y a entre le particulier qui appelle un diagnostiqueur et ses attentes par rapport aux résultats. Le délai dans lequel il attend un petit peu les résultats d'analyse, on sait qu'ils peuvent être très longs, très durs à vivre aussi. Et donc, Fongilab, ça a été vraiment créé pour apporter la réponse la plus rapide par rapport à l'attente de ces analyses. Globalement, on donne nos résultats en moins de 24 heures à réception de l'échantillon. Et on en a fait un engagement. C'est systématiquement comme ça. Avec pour particularité de travailler à la fois en microscopie et en biomol. Donc on fait de la PCR systématiquement sur tous les échantillons qu'on reçoit. Donc ça demande un travail assez important. Voilà pour la présentation de Fongilab dans les quelques lignes. Alors moi, je suis le petit dernier arrivé dans le paysage de l'analyse. Est-ce que déjà à ce stade, il y a des questions? Moi, j'aurais plusieurs personnes que je connais déjà dans le chat. Je salue les connaissances, que ce soit Jérémy, Philippe, Fabien, évidemment. Depuis combien de temps faites-vous ça? Et puis maintenant, que représente une intervention sur place, une analyse, un diagnostic, une information concernant les travaux exécutés? Alors, on ne va pas vous demander de prendre la responsabilité du couvreur qui doit enlever la toiture et la refaire, ce n'est pas votre travail. Mais par contre, la zone à déterminer, etc. On a le même bâti, hein, que ce soit dans le nord de la France ou dans l'ouest je pense on est voisins. Nous sommes installés à Mons, quoi. Donc voilà, c'est une zone frontalière. Bon, un travail bien fait euh, mérite, mérite une analyse qui peut parfois être poussée. Donc jusqu'où est-ce que vous allez? Quel est votre curseur, quoi? Est-ce que vous travaillez 6 heures, 12 heures, 20 heures sur une demande? Est-ce que vous allez sur place? En fait, en France, on a vraiment un métier intermédiaire. C'est vraiment celui de diagnostiqueur dont je parlais. En Belgique, par exemple, lorsqu'on vend une habitation, on doit faire une série de contrôles, le PEB, un diagnostic électrique, bientôt le diagnostic amiante. En France, ça fait depuis 2002 que ces diagnostics existent et ils sont beaucoup plus complets. On doit aussi D'accord. rechercher la présence de plomb, la présence de termites dans le bâtiment sur les zones où il y a justement un risque thermite. Et puis, depuis la loi Allure en 2014, on peut avoir des arrêtés préfectoraux qui imposent la réalisation d'une recherche de présence de mérules. Cette recherche, elle n'est pas faite par Fongilab, elle est faite par les diagnostiqueurs de France et ils sont 10 000. Donc, c'est un vrai Ok. métier, il y en a beaucoup qui font ça. Le coût d'un diagnostic, souvent on fait un pack de diagnostic. Quand on l'appelle, un peu comme en Belgique où on va demander le PEB plus électricité et on va demander un forfait global. Le coût d'un diagnostic, ça va varier entre 500 et 1500 euros Oui. en fonction du nombre de recherches à faire. On peut évidemment demander au diagnostiqueur de rechercher uniquement la présence de mérules ou des agents de dégradation du bois. Et ça, typiquement, c'est une recherche qui va coûter entre 250 et 750 euros et qui va prendre, en fonction de nouveau de la taille du bâtiment et de beaucoup de paramètres, entre 1 heure et une journée pour les cas plus compliqués. C'est Très bien. des grosses moyennes. Et ce sont ces gens-là qui envoient au laboratoire les échantillons pour déterminer la nature d'un champignon qu'ils n'auraient pas pu déterminer eux-mêmes. Rien ne les empêche de dire eux-mêmes, ça c'est un Donchioporia, on l'a vu en formation, on connaît ce champignon, et ils peuvent statuer. Est-ce que ça Parfait. répond? Donc vous avez parfois des interventions qui sont faites juste pour une analyse préalable. Nous, il y a Oui. toujours une suspicion quand on intervient pour compte de compagnie d'assurance, il y a toujours une suspicion d'un problème, quoi. Voilà. Ouais. Non, non, ici, c'est plutôt dans le cadre d'une transaction. Il n'y a rien de particulier. Et le diagnostiqueur, lorsqu'il va faire son inspection, il peut tomber nez à nez face à un champignon dans la cave. Et là, il alerte. Là, il va rédiger, il va écrire sur ce champignon et il va procéder à une analyse s'il n'est pas en mesure de l'identifier. Et c'est là que nous, on intervient. Nous, on réceptionne l'échantillon et on dit à quoi correspond ce mycélium, ce champignon. Enfin, ça dépend du stade, évidemment. Merci. Mais avec plaisir.
moi, ce que je trouve intéressant dans votre approche, Victor, c'est le fait d'avoir été diagnostiqueur préalablement. Vous avez compris les délais dans la découverte, dans l'analyse, dans toutes les procédures. Et vous êtes venu en tant que nouveau joueur dans l'identification, bien réduire ce délai-là. Je pense que c'est au bénéfice de toute la chaîne par la suite de toute la chaîne d'étapes pour les propriétaires, là. Vraiment, le 24 heures, ça, c'est fascinant et impressionnant, je dirais aussi. Ça Donc, demande toute une organisation et c'est vraiment un travail minutieux qu'on doit faire en équipe pour réussir à être aussi fluide. La plupart des échantillons, ce qu'on annonce comme délai, c'est 24 heures à nos clients. En réalité, on réceptionne les échantillons et on commence le travail à 10 heures. Et la plupart des clients ont reçu leur rapport d'analyse à 16 heures, avec la biomol compris. Donc voilà, ça c'est, s'il y a bien un truc qui est particulier à ce labo, c'est ça, la mise en place d'une analyse biomol très rapidement, très très rapidement. Et moi, c'est le besoin que je voyais. Quand j'étais diagnostiqueur et que je prélevais, j'avais régulièrement des propriétaires qui m'appelaient tous les jours en disant, est-ce que vous avez eu les résultats du labo? Depuis que vous nous avez dit qu'il y avait un risque de mérule, on dort plus très bien et tout ça. Et je prenais vraiment ces inquiétudes très au sérieux. Donc voilà, c'était la chose qu'on a voulu travailler. c'est très, très intéressant et très pertinent, à mon avis. Est-ce qu'on a d'autres mains levées ou on garde ça pour la discussion plus tard? Oh, je pense qu'il y a Madame Pasture qui a une petite Oui, question. oui, Victor, tu parlais, donc c'est dans le cas des diagnostics avant-vente des maisons, souvent qu'on réalise une analyse, mais on sait tous que la mérule parfois se cache et n'est pas visible du tout. Elle est sous un plancher, derrière des lambris. Alors, si le diagnostiqueur il va faire sa visite, il ne voit rien, qu'est-ce qu'il rend comme rapport au futur acquéreur de la maison? Ah, s'il voit rien et qu'il n'a pas été missionné pour rechercher la mérule, il est fort probable qu'il ne dise rien. Mais quand il est formé et bien attentif, je remarque quand même que sur les débuts d'infestation, on a quand même, tu sais, des signes de boiserie qui se déforment. On a quelques indices sur lesquels on doit creuser. Et à ce niveau-là, en fait, ça leur permet quand même de trouver, puisque la norme leur dit que s'ils voient une boiserie qui est déformée, il faut qu'ils poussent l'investigation, si nécessaire de façon destructive. Et ça, c'est jamais dans le cadre de la vente, hein, c'est une première un petit peu dans ce contexte. Et souvent, ils mettent le doigt sur l'agent qui a dégradé le bois comme ça. Maintenant, est-ce que le diagnostic est parfait? Est-ce qu'on va trouver le démarrage d'un mycélium dans un plancher intermédiaire à tous les coups? Non, mais disons que c'est un sacré filet de sécurité sur chaque transaction quand même. Ça permet Oui, de voir beaucoup de choses. et qu'est-ce qui se passe alors, supposons qu'il n'ait pas vu le champignon, parce que ça arrive régulièrement. Enfin, moi, je fais souvent des visites où finalement on découvre la mérule après un démontage de quelque chose qui n'avait aucune déformation particulière, hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe du coup après la vente? Si les acquéreurs font des travaux et découvrent la mérule, comment ça se passe par rapport à la responsabilité du diagnostiqueur? Si le diagnostiqueur n'a pas eu à faire de recherche spécifique, s'il avait aucun signe le jour de la visite et s'il ne l'a pas vu, malheureusement, ça va rester un vice caché. Et ça va être tant pis pour le propriétaire. Donc, ça, c'est évidemment la grande, grande mauvaise nouvelle, d'autant plus que ben, il n'y a pas forcément d'intervention de qui que ce soit, mais je crois que ça, c'est justement la suite du sujet. Malheureusement, les sinistrés en France, ça peut être des extrêmement mauvaises nouvelles et avoir des conséquences très lourdes sur la suite des événements. Oui, Donc, je trouve intéressant ce que vous dites, que dans certains cas, il y a absence de signes, on Oui, ne le voit pas, on n'a pas d'indice, la mérule, elle est quand même là. Et ça vient un peu contrecarrer un argument qui est souvent véhiculé, que c'est de la négligence et que tout aurait dû être vu. Tout était oui, visible parce qu'on a ignoré des signes. Quand les diagnostiqueurs ne peuvent pas le voir, on se rend compte que c'est pas nécessairement une négligence de la part des propriétaires, là. Des fois, c'est vraiment la mérule qui est très, très bien cachée. On va délaisser un petit peu l'identification. On retourne en Belgique. On va aller en Wallonie, en fait.
en Wallonie, région francophone du sud de la Belgique, qui a un programme des primes habitation. Puis, c'est très, très rare là, dans les programmes qu'on voit le mot mérule. Donc, je voulais entendre parler de ce programme qui est en grande refonte présentement, là. Mais je pense que Mme Laetitia Jottard, qui est chargée de communication pour le département du logement, et M. Frédéric Dantine, responsable de l'équipe Info Conseil Logement, vont pouvoir nous en glisser un mot. Donc moi, je vais vous parler en quelques mots donc des primes habitation. Donc comme je vous le disais au début, donc on a une grosse réforme qui est intervenue ici ce 14 février pour la Wallonie. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait en fait 2 systèmes de primes possibles pour l'élimination de la mérule. Maintenant, il n'y en a plus qu'un, donc en soi, c'est plus simple ici pour la présentation. Donc il s'agit donc des primes habitation donc, qui s'inscrivent dans une stratégie de rénovation générale en Wallonie, c'est-à-dire que le but, ce serait que tous les logements du parc wallon atteignent le label PEB-A d'ici 2050. Alors, ces primes habitation, elles reposent, donc ça c'est toujours le cas, sur la visite préalable d'un auditeur logement. Un auditeur logement, donc c'est quelqu'un qui a été formé et qui est donc reconnu par la région wallonne. En général, ce sont des architectes, hein, qui va donc visiter le logement du demandeur pour établir en fait toute la liste des travaux qu'il aurait à réaliser pour que le logement atteigne le label PEB-A. Alors, parmi ces travaux à réaliser, s'il y a notamment des problèmes de mérule, donc ça va être listé dans les travaux à réaliser. Bon, il faut savoir qu'il y a certains travaux qui sont obligatoires pour bénéficier des primes, comme la mise en conformité des systèmes d'électricité ou de gaz, mais ce n'est pas le cas de la mérule. Donc, le demandeur peut très bien décider de s'attacher à d'autres travaux, par exemple isoler sa toiture, et de laisser de côté la mérule, donc ce n'est pas une obligation. Donc le rapport de l'auditeur, il est valable en fait jusqu'au 30 septembre 2026, puisque à ce moment-là, en fait, le gouvernement a annoncé qu'une nouvelle réforme avec un nouveau système d'aide, de primes serait d'application. Et donc la demande de prime doit être introduite dans les 2 ans de la facture. Alors, il y a quand même quelques conditions à remplir pour bénéficier des primes. Donc, le demandeur, donc il doit avoir un droit réel sur le logement, donc il doit être usufruitier ou propriétaire. Il doit avoir plus de 18 ans et il doit remplir certains engagements comme occuper personnellement le logement pendant 5 ans, le louer. Donc à ce moment-là, s'il le loue, il faut qu'il respecte la grille indicative des loyers. Donc la grille indicative des loyers, c'est un petit logiciel dans lequel vous pouvez rentrer toutes les caractéristiques du logement et qui va vous donner une fourchette de loyer, en fait, enfin de prix auquel vous pouvez louer le logement. Et donc, vous devez rester dans cette fourchette ou le donner, pour la location, il y a aussi la possibilité de passer par ce qu'on appelle une agence immobilière sociale. Ou alors vous pouvez aussi le mettre gratuitement à la disposition d'un parent. Oui, ici, bon, suivant le type de prime, ici, on n'a plus qu'une seule prime, donc ça ne s'applique plus. Le logement, il doit être évidemment situé en Wallonie, donc ça ne vaut pas s'il est situé en région bruxelloise ou flamande, qui sont les 2 autres régions qu'on a en Belgique. Il doit avoir plus de 15 ans. Ça peut être aussi un bâtiment, par exemple une ancienne ferme qui n'était pas destiné à du logement auparavant, mais qui le sera donc avec les primes. Alors au niveau des travaux, ils doivent être réalisés par des entreprises. Alors je vous ai remis ici le petit tableau qui reprend en fait toutes les catégories de revenus qui donnent droit aux primes. Donc je l'avais dit à Marie-Hélène lors de notre première discussion qu'en fait auparavant tout le monde avait droit à une prime.
Oui, et ici, j'ai oublié, évidemment, j'ai oublié de changer le montant de la prime. Donc auparavant, on était à 150 € pour la prime de base et qui était destinée aux personnes dont les revenus dépassaient 114 400 € par an. Donc maintenant, ces personnes-là n'ont plus droit à une prime. Par contre, ce sont les associations de copropriétaires qui disposent de cette prime de base. Alors, vous voyez que, en fait, plus les revenus sont faibles, plus le montant de la prime est important. Donc, ici, le montant de base, ce n'est pas 350 €. Je modifierai pour si les PowerPoints sont partagés après, mais c'est donc 140 €. Donc, en fait, les montants des primes ont diminué et c'est aussi maximum 50% ou 70% de la facture selon la catégorie de revenus. Alors, oui, je vais pas vraiment en parler, c'est pas hyper intéressant. Mais ce que je voulais mentionner aussi, comme je l'ai dit au début de la réunion, c'est qu'il faut savoir que le rapport d'audit dont j'ai parlé au début, ça a un coût, donc c'est entre 1 000 et 1 500 €. Et même s'il y a une prime qui est accordée pour ce rapport, en fait, comme elles ont diminué, si vous voulez, le fait de faire intervenir un auditeur pour bénéficier uniquement d'une prime pour l'élimination de la mérule, ça ne sera plus forcément intéressant puisque le demandeur va retoucher, mettons qu'il est en catégorie de revenus x2, donc entre 50 000 et 114 000 €. Donc, il retoucherait 280 €. La prime audit, à ce moment-là, c'est environ 150 €. Donc, 240 € plus 150 €, on n'atteint pas évidemment les 1 000, 1 500 € qu'aura coûté l'audit au demandeur. Et donc, ça, c'est peut-être un point qu'il faut souligner par rapport à ce qui était prévu auparavant, c'est que l'incitant n'est plus aussi intéressant qu'auparavant. Et donc, voilà, j'en ai plus ou moins terminé. Je suis désolée pour l'aspect un petit peu brouillon de la présentation. Moi, ce que j'aime beaucoup, malgré les diminutions de primes et tout la transition là, dans le programme actuel, c'est la prise en compte du revenu familial pour Oui, déterminer la prime auquel les gens ont droit. Et le fait que vous considérez les enfants à charge, c'était écrit dans oui. le bas de votre tableau, là, vous Oui, oui, retranchez. effectivement, je ne l'ai pas dit, mais les enfants, donc on décompte 5 000 € par enfant à charge ou par personne handicapée dans le ménage ou personne de plus de 60 ans. Donc, et les revenus aussi, je ne sais plus si je l'ai précisé, mais ce sont les revenus globalement imposables qui sont pris en compte. Donc, c'est le brut, en fait. Mhm. Ben, Voilà. je trouve ça vraiment intéressant parce que ça évite un des problèmes que nous, on a au Québec. On a un montant qui est plafonné à tous les propriétaires dont le bâtiment est admissible au programme d'aide financière administrée par la Société d'habitation du Québec. Donc, un millionnaire ou la mère monoparentale en situation de pauvreté a accès au même montant. Donc, c'est toujours une crainte qu'il y ait de l'abus. On s'entend que le millionnaire risque de ne pas attendre les délais et toute la bureaucratie associée à cette demande-là, mais le montant proposé reste le même. Donc, vous tenez compte de la réalité de la situation des Oui. gens et c'est fort pertinent à mon sens, à mon avis. Est-ce qu'on a des questions de certaines personnes avec nous? Il n'y a pas de main levée et ni de vraies Oui, mains levées. je m'excuse. Moi, en fait, Oui. j'ai une question pour tout le monde. C'est qu'on parle souvent que la mairie. Moi, je suis inspectrice en bâtiment, fait que c'est ce côté-là qui m'intéresse le plus, à savoir qu'est-ce que je dois dire à mes clients là, quand j'arrive dans une situation comme ça. Puis, on parle souvent que la mérule pleureuse, on la retrouve soit sur la pierre, la brique et le bois, mais est-ce qu'il y a des matériaux sur lesquels il semble que la mérule ne se développe pas? Est-ce qu'on a des experts qui veulent répondre?
Moi, je dois dire que depuis 20 ans, j'ai déjà vu partout, en fait. J'ai déjà OK. vu même sur une dalle de béton, au milieu d'une dalle de béton. Euh, donc, je dois dire que je n'ai pas vraiment de restrictions dans les matériaux, en fait. Évidemment, on a besoin de cellulose à la base pour se développer, pour se nourrir. Et donc, il faut un peu travailler et creuser la situation, notamment au niveau de la dalle de béton. Mais ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait une cave en dessous qui avait été comblée par des matériaux de construction et notamment du bois. Et donc, elle s'était développée dans cette ancienne cave et elle remontait dans la dalle de béton par les petites infractuosités de la dalle. OK. Mais évidemment, elle a besoin de cellulose à la base pour se développer. OK. Oui, c'est ça, parce que souvent, on parle de nouveaux matériaux utilisés en construction. Et fait que c'est ça, je me demandais s'il y avait déjà eu des recherches qui avaient été faites là-dessus, parce que ce serait naturellement là, une bonne opportunité là, pour nos clients, surtout les nouvelles constructions. Ben, le fait, je crois, que la mérule est capable de transporter son eau, déplacer ses nutriments, ça lui permet de s'étendre sur tous les Ah, matériaux qu'elle va rencontrer sur son chemin. Donc, OK. comme ça a été bien dit par Mme Pasture, à la base, on a besoin de cellulose, mais après ça, la croissance peut aller là où, peu importe ce qu'elle va rencontrer devant elle. On va enchaîner, je pense qu'on va aller discuter avec M. Bertrand. Êtes-vous toujours là? Votre Merci. caméra s'est Oui, éteinte oui, et oui. on va parler des assurances en Belgique Très, qui couvrent, très dans attentif. certaines situations, la problématique de la mérule. Donc, M. Bertrand, je vous laisse vous présenter et nous faire un petit bilan de la situation en Belgique. Moi, ici, je réponds à une demande qui émane de Madame Julie Pasture, avec laquelle nous travaillons régulièrement en tant que bureau d'expertise. Je pense qu'il y a eu une interpellation du syndicat des compagnies d'assurance belges qui s'appelle Assuralia, pour partager leur expérience et des chiffres, etc. Et je pense, si mes informations sont correctes, qu'il y a eu une fin non-recevoir, de non-participation, puisque Oui. le syndicat des compagnies d'assurance ne répond qu'aux demandes des compagnies d'assurance. Et ici, ça émanait d'un organisme externe. Et donc, je pense qu'il y a eu un conseil de prendre contact avec notre bureau pour faire une présentation. Donc voilà, ça c'est le contexte. C'est le contexte, je pense, pour lequel j'ai été invité ici à participer. Cela dit, c'est très intéressant, donc je ne regrette rien du tout. DB Group, c'est un bureau d'expertise qui est présent en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Et nous appartenons à un groupe international qui est essentiellement français, mais présent dans une trentaine de pays maintenant, qui est le groupe ADEN. Donc, on pourrait avoir de partage d'expérience avec d'autres pays si cela était nécessaire ultérieurement. Donc, voilà la première présentation. La deuxième page. La deuxième page, je refais. Je sais. Oui, pas de souci. OK, on l'a. Voilà. Elle s'en vient. Voilà. Bon. Donc, La voyez-vous? oui, tout à fait. Oui. OK. Donc, en Belgique, depuis 2014, il y a une volonté du législateur de faire couvrir un maximum de cas par le privé. Donc, les compagnies d'assurance, c'est évidemment des sociétés privées, voire des mutuelles dans le meilleur des cas. Depuis 2014, ils ont créé une loi spécifique qui traite du côté assurantiel des choses. Donc, on ne peut s'assurer que si on est réellement intéressé au bien. On ne peut pas assurer le bâtiment de quelqu'un qu'on croise en rue et qu'on ne connaît pas. Donc, l'idée, c'est de pouvoir conserver le patrimoine et de pouvoir sécuriser ses actifs. Et donc, on a fait une législation spécifique pour les particuliers. Alors, on entend par particulier généralement tous les immeubles jusqu'à 2 millions d'euros. Donc, ça fait déjà des capitaux qui peuvent être importants. Et quand on a des maisons de riches, on considère encore très souvent que c'est des contrats de particuliers. Donc, ça veut dire que ce sont des garanties qui sont un peu optimisées
Les compagnies d'assurance sont obligées de présenter un système d'évaluation du bien très simple, généralement sur le nombre de mètres carrés, au nombre de pièces, etc. Et quand on a plus qu'un certain nombre de mètres carrés ou un certain nombre de pièces, ben, il y a une inspection préalable qui est faite par un représentant de la compagnie. Ça amène des primes qui sont relativement élevées, ça amène des garanties qui sont très larges, très très larges. On couvre par cette assurance terrestre également des choses telles que les catastrophes naturelles de type tremblement de terre, glissement de terrain ou autres inondations suite à des débordements de cours d'eau, etc. Donc globalement, il y a beaucoup de choses qui sont remises vers les assureurs et donc vers le privé. Au passage, l'État prend 20% de taxes, comme ça il n'est pas perdant. Il fait faire le business par quelqu'un d'autre et il se prend des taxes complémentaires. Donc l'assurance terrestre est le contrat qui va nous intéresser et il y a une garantie spécifique dans l'assurance terrestre, c'est le page 3 de la présentation, qui est en fait la garantie dégâts des eaux. Donc la garantie dégâts des eaux, ben, ça définit ce qu'on peut prendre en considération comme étant le dégât des eaux, un débordement d'une toiture, un débordement d'une baignoire, une rupture de canalisation. Et puis à côté de ça, il y a des exclusions où on dit, voilà, si c'est d'une infiltration d'eau souterraine, ce n'est pas couvert. Si c'est une ménagère qui a renversé son seau d'eau sur un tapis, ce n'est pas couvert. Voilà, donc il y a un certain nombre de cas qui sont couverts, mais la plupart des cas qui sont consécutifs à des accidents importants dans une maison amènent une garantie dégâts des eaux. Alors, quand on parle de dégâts des eaux, il y a une garantie de base, c'est le dégât causé par l'eau, la peinture qu'il faut refaire, le plafonnage qu'il faut enlever, etc. Et il y a des garanties optionnelles qui est recherchons d'où ça vient, réparons localement l'origine du sinistre. Donc c'est ça le dégât des eaux. Dans cette garantie dégâts des eaux, depuis très longtemps, même bien avant 2014, il y avait des ouvertures qui étaient faites, pas très timides, vraiment volontaires, d'intervenir également pour, en quelque sorte, le dégât consécutif aux dégâts des eaux de type mérule. La mérule étant spécifiée au sens pas mieux défini que mérule. Et donc, depuis 30 ans que je fais de l'expertise, mais j'ai toujours eu certains contrats qui couvraient de la mérule, certes parfois avec euh, des limitations d'intervention, mais on s'est toujours intéressé à ça. Et donc, on s'est toujours intéressé à prélever des échantillons ou à demander des analyses sur place et à demander à des entrepreneurs qui ont des agréments d'établir des devis pour procéder à la décontamination, mais également à la réparation du bien. Donc voilà, cette couverture de mérule, avec les années et avec la concurrence entre les assureurs, elle devient de plus en plus grande. Il n'y a plus nécessairement des limites qui autrefois étaient posées, c'est-à-dire qu'on couvrait la mérule si c'était une conséquence d'un sinistre qui était couvert. Entendons par là que un escalier avec un limon qui est à l'extérieur d'un bâtiment et de l'autre côté de ce bâtiment, il y a des terres et de l'eau, bah, tout ça c'est propice à une apparition d'humidité, à un développement éventuel de mérules. Et donc ce type d'infiltration latérale et souterraine n'était autrefois pas couverte. Maintenant, on en arrive dans la garantie dégâts des eaux à citer le dommage mérule comme étant une garantie supplémentaire. On ne remet plus ça nécessairement de manière conditionnée à l'existence d'un dégât des eaux qui aurait pu être couvert. Donc voilà, on va vraiment pour un bien dans ces risques de particuliers. Diapositive suivante. Le rôle de l'expert que nous sommes, il faut savoir qu'en Belgique, il n'y a pas de protection du titre d'expert. Donc, tout le monde peut du jour au lendemain se décréter expert. Ce n'est pas néanmoins pour ça qu'il va obtenir des dossiers de compagnie d'assurance, mais la profession est relativement petite. On dénombre enfin environ 200 ou 250 experts pour toute la Belgique qui travaillent pour compte de compagnie d'assurance. Je ne parle pas des experts judiciaires qui ne sont pas d'ailleurs plus nombreux. Donc le rôle qu'on nous donne pour la partie mérule, c'est rechercher la cause
déterminer s'il y a une couverture, chiffrer les dégâts suivant les garanties qui sont accordées. On nous demande de porter une attention particulière sur la date de la mérule. Alors, on sait qu'on ne sait pas dater ça à un jour près, mais on sait par rapport aux dommages qu'elle a qu'on peut observer au niveau du bâtiment, qu'elle doit exister à minima depuis 2 mois, à minima depuis 6 mois, etc. Ce qui nous permet de nous positionner par rapport à je suis monsieur X, j'ai acheté une maison il y a 3 mois et puis je fais des travaux importants. Cette mérule, on ne l'a pas vue précédemment lors de l'inspection du bâtiment, etc. Et donc, on déclare ça à la compagnie d'assurance. Et là, si on s'aperçoit que la mérule, elle existait depuis à minima 1 an ou à minima 2 ans, ben, nous déclinons toute intervention parce qu'au moment de la souscription du contrat, ben, la mérule était déjà présente dans le bâtiment. Donc là, c'est un petit bémol en matière de couverture. Et puisque ça reste un vice caché, il n'y a pas de possibilité de recours contre les anciens propriétaires, sauf à démontrer qu'ils ont fait des travaux, qu'ils ont masqués, qu'ils savaient et qu'ils n'ont pas prévenu le propriétaire de l'existence de ce nuisible lors de la vente du bien. Donc voilà un petit peu le rôle que l'expert a. Bien entendu, de tout ça, il doit rentrer rapport circonstancié auprès de la compagnie d'assurance, donner un avis sur le caractère couvert, le montant du préjudice, donner des accords sur des travaux de décontamination, de traitement. Souvent, ben, il y a des surprises, il faut traiter de manière plus large. Et donc, on suit le dossier. Ce sont des dossiers qui demandent pas mal de travail administratif et ce sont des dossiers qui demandent également d'être relativement actifs et réactifs. On peut rarement se permettre de laisser ce type de dossier 3 ou 4 jours ou une semaine de côté parce que il y a des développements de sport parfois qui sont tout à fait surprenants en quelques heures, quelques jours. Donc voilà, il faut savoir qu'on vit quand même avec potentiellement quelque chose qui peut devenir beaucoup plus grave. Et donc, nous sommes conscients de ça et c'est ce qui nous est demandé. La dernière diapositive. Donc, la demande initiale auprès d'Assuralia, donc ça indiquait à des compagnies d'assurance, s'ils m'entendent, ils ne seront peut-être pas nécessairement d'accord sur cette identification. Donc, il n'y a pas réellement de chiffres qui existent. Moi, j'ai pris contact avec 3 compagnies d'assurance. On m'a gentiment dit que ce n'était pas une garantie qui était spécifiquement cernée, pour lequel il y avait spécifiquement des chiffres où en poussant sur un bouton, on savait que. C'est pas comme la garantie incendie où là, on sait qu'on a autant de sinistres par an et que ça donne dès lors un coût, etc. Jusqu'à présent, de ce type, dommage ou bien, j'aurais dû mettre un S à 100 000 dossiers, évidemment, ça le méritait. Donc, on a depuis la création du bureau en 24 ans traité 100 000 dossiers. On est sur un rythme d'environ 10 000 dossiers en dommages ou bien ces dernières années. Donc, on a quand même une représentation au niveau du marché qui est significative. Ces dernières années, avant, on n'avait pas non plus cette possibilité de tracer. On a eu à traiter 200 à 300 dossiers qui sont considérés comme étant mérules. Notre bureau traite pour compte de compagnie d'assurance environ moins de 10% des sinistres. Ça veut dire que le reste de la concurrence a 90% du marché. On travaille sur toute la Belgique, nord-sud confondue. Donc, nos chiffres, évidemment, ne sont qu'une partie de ce qui est identifié. Il faut savoir aussi que les compagnies d'assurance travaillent avec des inspecteurs. Donc, tout ne passe pas nécessairement à l'externe. Il y a des choses qui sont traitées en interne. Et puis, il y a des choses qui sont traitées par les gestionnaires qui peuvent recevoir suffisamment d'informations que pour pouvoir dire, OK, je clique, ça coûte 3 500 € et le client est indemnisé sur base des pièces qui sont rentrées. Un petit point particulier, on a peu de dossiers de ce type, mais nous avons, comme Madame Pastieux le signalait, plutôt des maisons qui sont en briques. On ne privilégie pas le bois chez nous, sauf peut-être quelque part dans les forêts où il y a des sapins, etc.
Mais les chalets sont pour la plupart relativement récents, avec une utilisation de bois qui sont souvent classe 3 ou classe 4, avec système bois autoclave qui résiste mieux aux champignons. Je ne sais pas si quand on utilise ce type de bois, c'est même propice à un début de champignons. Là, les spécialistes pourront se prononcer à ce sujet-là. Et nous avons comme budget de sinistre entre 10 000 et 300 000 euros. 10 000 euros, c'est quelque chose qu'on aperçoit assez rapidement. Le client déclare le sinistre, on intervient, on traite les zones qui sont concernées. 300 000 euros, c'est quand on est dans des vieux immeubles de type copropriété, qu'il faut aller à gauche, à droite, parce qu'il y a plusieurs bâtiments qui peuvent être impactés par un sinistre. Et donc, voilà, on a rarement eu des dossiers qui atteignent les 300 000 euros à traiter. Je sais que ça peut exister. Simplement, on ne tombe pas nécessairement toujours sur les plus gros dossiers à traiter. Voilà ce que moi je pouvais donner comme information avec le regard bureau d'expertise, avec quelques erreurs d'orthographe au passage. Pas de souci, on les ajustera avant. Et de transformation de PDF en PowerPoint. Et donc, j'ai perdu un peu la mise en page et les lettres qui se sont. Enfin, la police n'était pas propice, à mon avis, à ce passage. Bien désolé. Pas grave, je pense que c'est très clair quand même. On a peut-être le temps pour une question. Je vois le temps qui file rapidement. Je sais que c'était une présentation là, qui était quand même bien attendue parce que pour nous, au Québec, les assureurs sont inexistants totalement dans le cas de la mérule. Madame Pasture, je vous vois lever la main. Oui, petite précision, Monsieur Bertrand. Donc, vous dites, vous intervenez dans le traitement et les réparations qui s'en suivent, donc plafonnage, etc., dans le cadre de Mérule. Mais donc, vous spécifiez bien Mérule Serpula lacrymans ou... Oui. Mais quelle est l'approche dans le cadre des autres champignons qui peuvent aussi parfois être très dévastateurs? Est-ce que les assurances interviennent ou là, il y a plus de conditions? Certaines compagnies d'assurance ont plus le sens strict des choses. Je ne vais pas citer de nom, bien entendu, hein, on est enregistré. Et donc, d'une manière générale, il y a en cas de problème le service ombudsman des assurances qui peut être interpellé. Généralement, quand les clients consultent le service ombudsman des assurances, on est re-questionné sur le caractère dangereux et on revient un petit peu à l'essence même du souhait que le législateur a voulu donner à la loi en disant si vraiment vous avez quelque chose qui potentiellement est grave pour votre bâtiment et grave potentiellement pour les immeubles voisins, alors vous devez être attentif et vous devez le traiter. Donc, de temps en temps, on dépasse le sens strict de la mérule en disant ce champignon-là, il a un caractère aussi grave et donc on va le prendre en considération. Alors là, on doit venir avec plus de démonstration, plus d'approche du budget. Souvent, ça passe. Voilà. D'accord. Souvent, ça passe. Maintenant, on a jonglé depuis le début de l'activité entre la France et la Belgique. On s'en vient au Québec. J'ai entendu quelqu'un. Je pense qu'on va garder votre question. On va y revenir là, après cette dernière présentation. En fait, comme vous le savez, là, je l'ai dit au début de l'activité, moi, je réponds au téléphone de l'organisme depuis plusieurs années. Donc, des gens en détresse, j'en ai entendu plusieurs, des gens qui ne savaient plus à qui parler, vers qui se retourner. Donc, assez rapidement, là, l'idée de développer un service d'aide professionnelle a émergé. Moi, je peux faire un bout de chemin, mais pour certains propriétaires, là, c'était vraiment, il y avait besoin d'un niveau supérieur d'aide. Et j'ai approché Caroline Lavoie, en fait, qui est intervenante sociale, pour mettre en place des groupes de soutien. Donc, il y a 4 ans maintenant, on a monté ensemble, c'est Caroline qui a fait le contenu des séances, et on a lancé les tout premiers groupes de soutien destinés aux propriétaires d'un bâtiment contaminé
à la mérule pleureuse. Et depuis, c'est un des éléments, je vous dirais, dont on est le plus fier à l'organisme, là, parce que ça répond à un besoin unique. Et Caroline, comme tu animes chacune des séances, je te laisse la parole. Tu es la mieux placée pour nous présenter ces groupes-là. Je te remercie beaucoup, Marie-Hélène. Donc, je me présente Caroline Lavoie, je suis travailleuse sociale, enseignante et animatrice des groupes. Ici au Saguenay, j'ai quand même une belle expertise là, au niveau de tout ce qui est de problématiques psychosociales qui sont en lien avec des gens qui vont vivre des sinistres ou des choses comme ça, dont la pandémie. Hein, on ne connaît pas ça, mais on était dédiés sur le plancher là, pour essayer d'aider la population à bien gérer cette situation. Fait que c'est sûr que nous autres, on a une approche psychosociale. Marie-Hélène, quand elle m'a abordée, elle me dit, écoute, Caroline, elle dit, ces personnes-là vivent tellement de choses, puis effectivement, moi, j'en apprends tout autant que je peux leur en donner tout au long des ateliers. Donc, habituellement, on est rentré dans notre 4e groupe. Ce sont des personnes qui vont être soit 6 à 7 personnes, pas plus, parce que le but de tout ça, c'est vraiment de laisser la place à l'entraide entre eux, la place à ce qu'ils puissent discuter. Ils ont un endroit safe pour être capables d'exprimer tout ce qu'ils vivent face à la situation. Donc là, vous avez énuméré plein de situations au niveau des aspects financiers, au niveau de toutes les démarches qu'il y a à faire, autant auprès des assurances que auprès de peu importe monsieur, madame, tout le monde. Mais à travers tout ça, ces personnes-là, ils ont une vie, ils travaillent, ils sont des parents, ils sont des conjoints, ils sont des sportifs. Fait que là, ils mettent leur vie sur pause parce que Mérule arrive. Donc, on a différentes thématiques sur 11 rencontres. On peut parler d'une situation de crise. C'est quoi une situation de crise? On pense des fois qu'on est invincible puis qu'on est capable de passer à travers tout, mais il y a des symptômes physiques, psychologiques qui peuvent nous faire dire qu'on est en réaction. Donc, on va aborder beaucoup la thématique des stress. Donc, c'est quoi un stresseur? C'est quoi des problématiques d'anxiété? C'est quoi les conséquences du stress sur l'individu même? Donc, je ne vous cacherai pas que on fait juste parler d'argent entre nous, entre individus, puis c'est un stresseur marquant. Donc, imaginez quand votre milieu familial est contaminé, bon, ben, c'est quoi les conséquences qu'il peut y avoir sur pas juste les personnes qui y habitent, mais aussi pour toute ma vie au grand complet. Donc, on va travailler beaucoup les mécanismes d'adaptation avec eux, reconnaître ça va être quoi qu'ils vont faire face à un stresseur, c'est quoi qu'ils vont faire face à une réaction émotive de leur conjointe. Parce que malheureusement, ils ne vivent pas ça de la même manière. Ça, il faut se détromper. Hein? On ne vit jamais rien de la même manière dans une maison. Même si papa, maman ont élevé 3 enfants pareils. Donc, il faut intervenir auprès de tous ces beaux membres de famille-là. Donc, on aborde aussi beaucoup la thématique du deuil. Hein, des fois, nous autres, surtout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qu'on a vu, c'est que c'était des personnes souvent qui investissaient dans des maisons pas centenaires, mais presque, où ce qui voulaient avoir un petit peu un rythme de vie moins rapide que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, essayer d'avoir accès à la terre, d'avoir un petit environnement plus isolé qu'en ville. Donc, c'est sûr que on a des deuils à faire quand notre projet de vie à 2 ou en famille est en train de tomber parce qu'on avait prévu 150 000 nous autres en canadien, je ne sais pas comment que ça fait en euros. Tantôt, je calculais 350 € est égal à 523 canadiens. Je dis, ah, c'est énorme comme coût. Donc, nous ici, c'est sûr que quand, c'est ça, mettons on voulait dépenser 150 000 dans notre maison, puis que là, les coûts augmentent, puis que malheureusement, nous autres, les assurances ne couvrent pas ici, bien, je vous dirais qu'au niveau de la communication du couple, c'est pas évident. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Souvent, on va avoir un couple qui va être à nos rencontres. Fait qu'ils vont être capables de démasquer un petit peu pourquoi ma conjointe ou mon conjoint va réagir comme ça, pourquoi que moi, c'est différent. Fait que, hein, que la communication va être plus facile face à l'épreuve qu'ils sont en train de vivre. Puis, souvent, c'est ça, les conséquences, on va souvent les négliger. Fait qu'il faut les comprendre, les conséquences qu'a la mérule au sein de notre vie, mais aussi
dans notre entourage. Ça, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup, beaucoup avec la clientèle parce que malheureusement, pour la plupart des gens, c'est quoi la mérule? Fait que l'entourage n'est pas là pour soutenir les autres ou ils vont avoir des préjugés ou comment je pourrais dire, des perceptions fausses, des fausses croyances face à la situation. Donc, vont éviter d'aller, mettons, chez ma meilleure amie, faire un 5 à 7, d'un coup que la mérule me collerait après moi, tu sais. Donc, ces personnes-là vivent beaucoup, beaucoup de choses aussi au sein de leur entourage. Donc, comment qu'on peut faire pour éclairer, demander c'est quoi un besoin, nommer nos émotions réelles auprès des personnes, puis que les personnes aussi comprennent c'est quoi la situation dans laquelle je suis aux prises. Donc, c'est un sinistre. Je peux développer un état de stress post-traumatique face à une situation comme ça. Ça a été démontré. Fait qu'on va travailler toutes sortes de choses face aux perceptions, mais on va aussi finaliser tout ça en offrant des outils. Parce que pour chaque, je vous dirais, émotion, pour chaque conséquence physique, pour chaque, je vous dirais, réaction, on peut offrir des outils aux gens afin de les aider à passer au travers de cette situation-là. Puis déjà, juste l'échange, de se retrouver dans un milieu là, où ce que tout le monde vive la même affaire, tout le monde dit la même affaire, tout le monde vit les mêmes émotions, je vous dirais que juste ça, là, ça enlève 50% de la lourdeur de la situation. Fait que voilà un petit peu en quoi va consister les groupes pendant ces rencontres-là. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions ou peut-être des éclaircissements que j'ai oublié de dire, Marie-Hélène. Non, c'est assez complet. Je pense que tu as couvert bien les thèmes qui sont abordés. On peut peut-être dire que la première séance, on l'a fait un peu plus grande, justement, parce que les gens prennent le temps de présenter leur propre situation. Fait que là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Les autres séances sont un peu moins longues. Une des grandes difficultés qu'on a, c'est de convaincre les gens d'adhérer à un groupe. Je vous dirais, particulièrement les hommes, sans grande surprise. Mais on avait plus d'hommes à la dernière fois. On a bien travaillé. Très heureuse. Mais tous les participants qui ont accepté de participer, qui se sont inscrits, en sont ressortis tellement heureux, libérés aussi. Puis, il y en a qui nous ont même dit que c'était la meilleure chose qui leur était arrivée de toute l'histoire de la problématique de la mérule, là, c'était de participer à ces groupes-là. Donc, je pense C'est déconvaincre, tu as que... raison, Marie-Hélène, tu sais, c'est déconvaincre. C'est tellement de démarches. Ils ont-tu vraiment le temps de prendre 1 heure par semaine, s'asseoir à m'écouter déblatérer? Puis eux autres pensent vraiment que c'est ça, là, qu'on va s'apitoyer sur notre sort, on va sortir une boîte de Kleenex, puis on braille notre vie. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment une belle entraide, puis je vous dirais une belle cohésion de groupe hein, qui se développe aussi par la suite. Des fois, ils vont rester en contact l'un envers l'autre pour savoir comment ça a été le développement de leur maison à eux à Roberval ou un autre à Québec, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici au Québec, Mérule va desservir plusieurs villes. Donc, je n'ai pas juste des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Écoute, on est tout petit, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est vraiment, on a des gens d'un petit peu partout au Québec là, qui assistent. Donc, c'est pour ça aussi qu'on offre ces rencontres de groupe-là via une formule Zoom. Donc, des fois, ça peut paraître impersonnel, mais non, je vous dirais qu'on est capable de rattraper bien des choses, même si c'est par Zoom. Est-ce qu'on a des gens qui ont des questions à propos des groupes de soutien? Moi, je veux bien, oui, j'ai une question. Oui. Alors, du coup, moi, je trouve l'initiative formidable et je pense que beaucoup de gens qui s'intéressent à ce sujet sont avec et face des gens touchés par ce champignon. Et nous, par exemple, ben, il n'y a pas ce type de service d'aide et de soutien. Et je ne sais pas toujours quelle est la bonne attitude à adopter face à quelqu'un qui est sinistré de la mérule. Sans évidemment pouvoir résumer en quelques instants de longs groupes d'échanges, c'est quoi globalement la stratégie à adopter pour rentrer dans la bonne entente, dans la bonne façon de dialoguer avec eux et d'avoir le bon ton? Je veux bien des conseils aussi. On est avec Je ces gens. pense vraiment que c'est une bonne question, franchement, parce qu'effectivement, tu sais,
des fois, on ne sait pas comment jongler avec cette situation-là. Je vous dirais que juste d'être le plus humain possible. Tu sais, en arrière, la mérule se cache des personnes, se cache des individus, comme je disais tout à l'heure, qui vivent pas juste avec la situation de mérule, mais qui peuvent vivre d'autres choses alentour. Fait que c'est sûr que des fois, quand on les lance dans de la paperasse, qu'on les lance dans plein de termes qu'ils ne connaissent pas tantôt. Là, il y a plein de choses que j'allais chercher parce que je ne connaissais pas vos termes de cellulose ou de. Fait que pour eux autres, c'est tellement, comment je pourrais dire, incroyable d'avoir une personne qui va juste prendre le temps de leur expliquer puis de leur dire, ben écoute, je vais être là avec toi. Je sais que présentement, là, dans cette démarche-là, moi, je peux juste faire ça, mais je vais essayer de te guider vers la meilleure personne possible pour tout le reste des étapes qu'il y a. Fait que juste de se sentir sécurisé, c'est déjà extraordinaire. Puis j'imagine qu'il doit y avoir aussi en France ou en Belgique certains organismes soit public ou parapublic, peu importe, qui peut venir en aide face à une personne là, qui vit des stresseurs dans sa vie. Fait que vous pouvez les référer, peut-être d'avoir déjà ces coordonnées-là quand vous sentez que la personne est super émue, est super angoissée, vous voyez que le fonctionnement de son quotidien là, est vraiment touché, elle n'est plus capable de travailler, elle mange quasiment plus. Tu sais, je ne sais pas les histoires que vous entendez, mais aussitôt que le fonctionnement social d'une personne est touché, je vous dirais la première chose à faire, c'est de lui ressasser qu'il peut avoir de l'aide pour l'accompagner dans ses démarches. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Parce que souvent, on l'entend dans les groupes, les gens vont nous dire, Caroline, on est obligé de passer par la loi. La loi, c'est ça, puis il n'y a tellement pas d'humanité face à notre situation. Si les gens ne nous comprennent pas, non, il faut se mettre à la place des gens. Moi, c'est ce que je dis toujours. Vous réagiriez comment? Tu sais, des fois, la personne peut être bête, mais pourquoi qu'elle est bête? C'est-tu parce que ça va faire 15 fois qu'elle se fait dire qu'on ne peut pas l'aider, tu sais? Fait que c'est d'être le plus humain possible. C'est ce que je vous dirais qui va faciliter la situation de la personne. Peut-être, Caroline, tu vas faire le lien de la situation avec laquelle je vais parler. On a eu un fonctionnaire qui a vécu la problématique, qui a participé au groupe de soutien. Et lui, ce qu'il a retenu, ce qu'il nous disait, c'est que le fait d'avoir vécu une problématique l'aide à devenir plus humain dans son travail de fonctionnaire. Il gère un volet complètement différent d'autres programmes, ça n'a rien à voir avec la mérule, mais ça lui a fait prendre conscience du fait que derrière chaque dossier qu'il reçoit sur son bureau, ben, il y a des êtres humains. Puis c'est ça l'important. C'est ne pas oublier que malgré tout ça, on est des intervenants, mais on gravite autour des êtres humains qui vivent une problématique non prévue, souvent difficile. Il va y avoir un après-mérule, mais le chemin va être rocailleux pour y arriver. Des fois, c'est comme ça. Ça monte très haut parce qu'on ne sait jamais la personne qu'est-ce qu'elle est en train de vivre dans sa vie ou qu'est-ce qu'elle a déjà vécu. Fait que les réactions peuvent être différentes, totalement raison. On est des êtres d'émotion. Fait qu'il faut penser à ça. Je pense qu'on a des questions dans le chat. Il y a Stéphanie qui demande si les groupes de soutien, c'est pour tout le même ceux qui ne sont pas éligibles au programme d'aide Mérule, bien, tout à fait, parce que le programme d'aide Mérule étant tellement restrictif, il n'y a pas beaucoup de propriétaires qui ont accès. Non, nous, dès que la problématique elle est confirmée d'être membre de l'organisme, puis c'est gratuit. Donc, il n'y a pas vraiment de limite, là. C'est pas très restrictif. Non. La seule restrictive qu'on aurait, c'est qu'il faut absolument que quand vous embarquez là-dedans, c'est que vous vous engagez à vous ouvrir face à la situation. C'est l'engagement. C'est le seul. Un autre critère qu'on a mis, quand on a un couple qui participe, on a demandé que les deux soient sur des écrans différents pour pas toujours être en train de se tasser, pour que la discussion soit plus fluide. Puis c'est fou, mais ça fait une réelle différence. Les gens sont plus enclins à parler. Des fois, on en a eu au deuxième étage, l'autre est dans le salon. Mais les gens sont plus en train de participer quand ils sont avec leur écran que côte à côte à jouer du coude. Petit détail, là, mais... Puis que le couple soit là, je vous dirais, c'est vraiment l'idéal. À chacun des groupes qu'on a eu, il y a toujours eu un couple. Puis dans les réactions qu'il pouvait y avoir dans la semaine, on entendait toujours dans l'atelier suivant
écoute, il s'est passé ça, mon chat me fait ça, là, j'ai tout compris, je suis allée vers lui, tu sais, fait que c'est pas juste face à la mérule qu'ils vont avoir des outils, ça va être pour le reste de leur vie, parce qu'on fait juste les aider à comprendre nos réactions face à un événement. Fait que c'est génial. Madame Pasture, allez-y. Oui, juste une petite réflexion par rapport à ça. Donc en Belgique, il n'y a pas de groupe de soutien Mérule, mais en soi, moi, je ne ressens pas la nécessité d'en avoir parce que chez nous, quand je fais une expertise sur place et qu'on annonce aux gens qu'ils ont la Mérule, finalement, ils sont très vite encadrés par des professionnels, que ce soit nous, un service d'analyse publique, donc ils ont un rapport officiel, puis très vite, les assurances prennent le relais et couvrent le traitement et les réparations. Puis on peut avoir une prime à la région wallonne aussi. Donc très vite, les gens finalement sont un peu pris par la main, et sont encadrés par des professionnels. Et financièrement, ils voient bien qu'ils n'ont pas à débourser des sommes colossales. Et donc finalement, cette nécessité de groupe de soutien, ça n'a pas lieu d'être, je pense, en Belgique. Bon, après, ça arrive que je doive rassurer quelqu'un sur place et très vite, je leur dis, mais ne vous inquiétez pas, les traitements sont efficaces, l'assurance va intervenir. Donc, on n'a pas cette nécessité d'un soutien, même post-traitement, en fait. Ah ben, c'est génial. Fait que vous l'exprimez super bien. Elle est là, la différence entre le Québec et chez vous. C'est que nous autres ici, là, quand Marie-Hélène a décollé l'organisme, elle avait vécu elle-même la situation, mais il n'y avait rien qui existait. Elle s'est battue de corps et âme avec son conjoint pour chacune des étapes qu'ils ont dû traverser. Donc, malheureusement, c'est ça. Nous autres, on n'a pas personne qui sont là pour je pourrais les entourer, les rassurer. C'est complètement différent. Oui. Tout à fait. Mais c'est vrai que moi, je voulais juste rebondir sur ce que disait Julie Pasture. C'est vrai que mais ici, nous, dans le cadre, au SPOE Logement, donc dans le cadre de l'octroi des primes et des aides, en fait, on a des permanences qu'on appelle Info Conseil Logement. Et là, la plupart de mes collègues qui s'en chargent sont assistants sociaux, donc ils ont vraiment une formation qui est tournée vers l'humain. Et donc, mais tout ce qui est, ils aident vraiment, ils sont vraiment plus près des citoyens, ils peuvent vraiment les aider même à remplir un formulaire de demande de prime, à contacter les bonnes personnes. Et voilà, c'est un service qui est gratuit, donc c'est vrai que ça se fait un petit peu de façon naturelle, en fait. Mais je trouve que le système des groupes de parole que vous avez mis en place, du coup, c'est vraiment génial parce que c'est vrai que c'est super important de permettre aux gens d'avoir un espace de parole et d'échange aussi et de se sentir compris dans leur détresse, quoi. Ben, merci. Puis oui, effectivement. Mais je trouve ça super pertinent ce que vous ajoutez, autant vous que Madame Julie. Vous aurez compris qu'on a débordé, on est rendu dans notre période de discussion. Il reste à peine quelques minutes. C'est correct, là, on a pris le temps d'aborder chaque sujet. Ceux qui devront quitter, n'hésitez pas à le faire. Donc, moi, j'ai pas de problème à laisser la discussion aller. Vous le savez, j'ai tendance à déborder quand c'est intéressant. Puis le fait d'être réunis, on y va. Mais si vous devez quitter, je vous remercie d'avoir été avec nous. Il y a eu plein d'idées intéressantes, là, plusieurs idées intéressantes qui ont été abordées aujourd'hui. Chacun, on va aller probablement décanter ses idées puis voir qu'est-ce qu'on peut adapter dans notre réalité respective. Puis l'important, c'est d'être aussi en contact les uns et les autres. Et en plus, dans le chat, on a eu confirmation qu'il y a eu un cas de repérage Mérule en direct. Je ne sais pas si vous avez vu les sports. De mon côté, la résolution n'est pas très bonne, mais on voit... Elle a eu le temps de se développer, elle a eu le temps de créer un sporophore et ensuite de disséminer ces spores dans tout le sous-sol. Là, vous voyez les gants. Oui. Donc là, vous avez les spores de mérule. Et ensuite, vous allez voir sur tous les bocaux, vous allez voir les spores. Ah, vraiment, il y en a partout. Il y en a partout, effectivement. Oh, il y en a partout. C'est la portion directe de l'activité. Je ne pensais pas qu'on irait jusque-là, mais c'est génial. Ouais.
Et as-tu Eh localisé ben le ouais, bon, sporophore pour le coup? c'était pas prévu, hein. Oui. C'était Est-ce pas qu'on prévu, mais voyez-vous le sporophore? C'est une bonne question de Victor. non, Non? parce que le propriétaire a tout enlevé. Quand ils ont vu le sporophore, le propriétaire a tout enlevé, mais on a quand même encore des traces ici de mérules. Victor, je pense que tu peux me dire, tu peux acquiescer. Oui, Bon, oui, oui. il faut Bah, la une résolution n'est analyse pas de terrible, toute façon. mais on Ouais, devine ok. son épithélium. Merci à vous d'avoir participé à l'activité. Est-ce qu'on en a qui ont encore des questions? On peut prendre quelques minutes là. Moi, j'ai une petite question pour Madame Oui. Jotard. Je ne sais pas si elle pourra me répondre parce que ce n'est pas en lien direct Ça- avec les primes, Bon, ok. mais la mérule est considérée comme un critère d'insalubrité dans le cadre du Code wallon du logement. Oui, c'est ça, oui. C'est un des critères d'insalubrité. Est-ce que lorsque un locataire découvre une mérule dans le logement qu'il loue, donc clairement c'est un critère d'insalubrité, mais est-ce que d'office, ce seul critère suffit à déclarer le logement insalubre, ou il faut ajouter plusieurs critères? Alors, ça, je ne sais pas vous répondre, mais en tout cas, ça suffit pour demander une enquête de salubrité dans le Oui. logement. Et alors, ben, suite à ça, donc, ben, l'enquête va être menée, mais je ne sais pas si ça va suffire pour déclarer le logement insalubre ou s'il va être seulement déclaré entre guillemets améliorable. Oui. Mais ça, je peux me renseigner auprès de mes collègues, enfin de la cellule salubrité. Comme Ok. ça, je reviendrai vers tout le monde avec l'info. On ne fait que de la microscopie parce que je dirais que dans 95-96% des cas, c'est suffisant. On arrive à identifier le champignon. Après, on a un laboratoire, donc dans notre grand laboratoire Héno-Analyse, en fait, il y a 3 sites et on a un site qui est dans une ville un peu plus éloignée que la nôtre, qui fait du séquençage. Et quand on a un doute sur un échantillon, il passe en séquençage. Mais c'est vraiment très peu d'échantillons parce qu'on identifie quasi systématiquement en microscopie. Mais Merci. voilà, on a cette possibilité, voilà, quand on a un petit doute, on peut faire un séquençage et du coup, on a la réponse pour l'identification du champignon. Sinon, je vous remercie d'avoir été là. En Europe, je sais que la fin de journée arrive tranquillement, donc je vous remercie. Je vous souhaite une belle fin de journée. Puis nous, au Québec, Merci aussi. on arrive à l'heure du café. Merci beaucoup. Donc, merci à vous tous. Merci Merci à nos Marie-Hélène. présentateurs.